Salut les devins, c'est Seikyo. On se retrouve aujourd'hui pour la partie numéro 2 de ma review du chapitre numéro 67 du manga Dragon Ball Super, partie 2, ce qui indique bien évidemment qu'il y avait une première partie qui est sortie qui correspondait à la review de la fin de l'arc Moro, donc chapitre 67, page 1 à numéro 22, et aujourd'hui on se parle de la deuxième moitié du chapitre numéro 67, depuis sa page numéro 23, jusqu'à la toute fin du chapitre. Nous allons donc focaliser aujourd'hui sur le nouvel arc de Dragon Ball Super, celui qui va nous accompagner très sûrement sur tout 2021, qui s'appelle l'arc Granola, le survivant. Alors j'ai relu pas mal de fois ce chapitre, et donc y compris la partie sur le nouvel arc Granola, et force est de constater que même si sur le moment du reveal de cet arc, du chara-design et tout ça du bonhomme de Granola, on a eu l'impression, en tout cas personnellement j'ai eu l'impression que l'on nous a nourri de pas mal de choses et d'informations et de nouveautés dans Dragon Ball Super, mais au final, je me suis rendu compte que pas tant que ça. On nous a surtout nourri de teasing, de mystère et de hype en fait pour la suite, mais pas réellement de grosses révélations, si ce n'est de à quoi ressemblent certains des nouveaux personnages, et encore même pas tous. Et je me suis aussi rendu compte en relisant qu'à partir de la 23e page, donc du début de l'arc Granola, j'ai failli dire Moro, c'est fini maintenant, c'est Granola le survivant, qu'on a passé beaucoup de pages dans ce chapitre à voir des moments de vie au sein par exemple de la patrouille galactique. On aurait pu directement aller sur le personnage de 7-3 qui se réactive ou je ne sais quoi, là ce qu'il fait, pour être ramené chez son réparateur slash pourquoi pas créateur et avoir Granola. Ça aurait pu marcher avec une vitesse folle. Mais on a eu beaucoup de pages qui nous ont proposé, et je trouve que c'est un gros point positif du chapitre, de la vie en fait, comment ça se passe à la patrouille galactique, d'autres personnages que Jaco ou Mérus ou que le roi, qui interagissent et tout ça, avec une ambiance qui est très chère à Akira Toriyama, celle du space opéra, et je trouve que ça marche énormément, aussi bien sur la partie patrouille galactique que sur la partie suivante, 7-3 et Granola, là aussi, on remplissait clairement le contrat du space opéra, et ça m'a beaucoup séduit. À titre personnel, je sens réellement que le curseur du space opéra est augmenté d'arc en arc, et peut-être que celui de Granola atteindra le paroxysme sur ce critère que je viens de citer. Alors dans la prison de la patrouille galactique, je me rends compte que Toyotaru, et c'est normal vu que ce sont les mêmes prisonniers à l'intérieur, a réutilisé pas mal de visuels que l'on avait déjà vus. C'est vrai qu'il y a ce personnage qui ressemble énormément à Majin Buu, mais ce personnage-là, je vais vous l'afficher, on l'avait déjà vu dans la full color de Dragon Ball et dans les tomes précédents, on l'a déjà vu à l'action quand il s'est évadé, et non, ce n'était pas un semblable de Majin Buu, je préférais le repréciser, car j'ai reçu pas mal de fois la question. Donc Jaco se fait accompagner d'un personnage qui a l'air d'être un partenaire mais qui lui parle un petit peu comme un supérieur. Il n'a pas peur de dire à Jaco, bon j'ai l'impression que t'as rien à foutre, tu vas venir avec moi, on va enquêter sur 2-3 trucs par rapport à la finalisation des événements par rapport à Moro. Ce qui va nous laisser entrevoir, voire même revoir, plusieurs anciens détenus et anciens membres du gang de Sagambo, dont notamment le trio féminin qui vont pas servir à grand chose, mais je trouve que ça pose une ambiance. Avoir ce type de dialogue-là permet de rendre l'œuvre beaucoup plus organique, beaucoup plus vivante. En tout cas, il nous est expliqué par le compatriote de la patrouille que du côté du cratère laissé par l'explosion de Moro, il y a eu un signal de détresse qui a retenti et on ne sait pas réellement d'où celui-ci peut venir. D'ailleurs, même les membres du gang de Sagambo ne savent pas exactement quoi répondre, si ce n'est à la toute fin, une fois que Yumba aura terminé de demander un petit peu plus de nourriture, eh bien on reviendra sur le fait que 7-3 est une forme de vie, d'accord, mais une forme de vie artificielle. Et en soi, une forme de vie artificielle ne peut pas réellement être tuée. Elle peut être détruite, cassée, etc., mais elle ne peut pas réellement être tuée. Et il fallait justement s'assurer du fait de savoir si 7-3, dans le cratère laissé par Moro, avait été lui aussi emporté et désintégré totalement jusqu'à la moindre dernière parcelle pouvant rester de lui-même. Sauf que, vous vous en doutez, sinon il n'y aurait pas de nouvel arc, 7-3 persiste toujours. Et on en vient à la scène que l'on a pu voir dans le trailer de ce même arc-là. Il y a une forme de matière qui va se rapprocher de 7-3, qui va fusionner avec sa tête, son cerveau, le reconstituer un petit peu aussi, et le réactiver. Il va commencer à devenir très lumineux. Alors malgré tout, à la fin de la lecture de ce chapitre 67, je n'aurais pas réellement compris ce qui s'est passé avec sa tête. Il y a deux options à mon sens, je vais vous dire laquelle me semble la plus cohérente des deux. Soit 7-3 a rassemblé des restes de lui-même, un peu comme Majin Buu, lorsqu'il se fait péter la gueule, il peut se rassembler, et donc ce sont des morceaux de 7-3 qui sont revenus vers lui. Ou alors on a vu que du côté de Goichi, le mec un petit peu lourdeau là qui permet de réparer 7-3 ou d'en créer de nouveaux, eh bien ce dernier a envoyé sur Terre 2 de ses sbires pour pouvoir venir récupérer 7-3. Donc je me dis qu'il est probable que le signal de détresse de 7-3 a été capté par les membres du clan de Goichi ou de ses subordonnés tout simplement, sans parler de clan,
Ces deux-là ont balancé cette espèce de matière pour récupérer cette 3, une matière qui de base a l'air inerte mais elle agit de manière relativement intelligente, donc une forme de technologie extraterrestre qui est venue chercher cette 3, mais elle n'est pas cette 3. Ou alors c'est une matière capable de réparer cette 3, ce genre de délire. Mais en tout cas, cette deuxième option me paraît plus cohérente, vous me direz ce que vous en avez compris. En tout cas, j'efface grandement le côté Moreau, reste de Moreau qui serait venu se joindre à ce qui restait de cette 3. Ça m'a l'air hors de question désormais. En tout cas, les deux patrouilleurs dont Jaco vont vérifier ce qu'il se passe et forcément ils ne trouvent personne dans le cratère étant donné que la tête de cette 3 qui s'est reconstituée a été récupérée par les deux sbires de Goichi. On aura quelques phases de tranches de vie et d'humour par rapport aux produits laitiers dont Jaco raffole et qu'il ramène de la terre. D'ailleurs, je me demande s'ils n'ont pas fait une petite référence à Monaka dans ce chapitre. Et oui, le grand Monaka, car il nous dit, Jaco, qu'il peut acheter ces produits laitiers, les fromages et tout ça sur internet, en ligne, mais que ça revient à peu près 3 fois plus cher que sur la planète Terre. Et on se rappellera que Monaka est un livreur intergalactique, quoi. Est-ce que ça faisait référence un petit peu à lui de manière extrêmement détournée? En tout cas, ça serait drôle. On apprend également quelque chose dans ce chapitre-là, c'est qu'il y a une ellipse. On se retrouve quelques mois plus tard, et là on peut encore se poser des questions concernant la chronologie de Dragon Ball et Dragon Ball Super. Car si l'on se fie à la fin originale de Dragon Ball, écrite par Akira Toriyama lui-même, d'après les propos de Goku et de Bulma, ces deux derniers ne se sont pas vus depuis 5 ans. Alors si on part du principe que ces deux, Goku et Bulma, ne se trompent pas, parce qu'il pourrait toujours y avoir un petit rajout de dialogue du style Vegeta qui dit « Mais non, ça ne fait que 2 ans, 3 ans, qu'est-ce que vous dites 5 ans ?» histoire de retomber sur leurs pattes, vous voyez ce que je veux dire? Mais si on part du principe que cette donnée est vraie, cela devient alors extrêmement chaud pour que l'on puisse placer tous les éléments dans une seule et même année. Déjà que le tournoi du pouvoir est censé se passer en l'âge 780, et que le 28e tournoi des arts martiaux est censé se dérouler en l'âge 784, ça devient alors très chaud de tenir cette donnée, surtout que dans le même âge 780, si l'on s'en fie à ce qui nous est dit, nous devrions avoir les préparatifs au tournoi du pouvoir, nous devrions avoir la naissance de Bra, plus le tournoi du pouvoir. Certes il n'a duré que 45 minutes, mais il a quand même pris du temps, il a fait du repos et tout ça après. Nous avons ensuite l'arc Broly qui n'a pas réellement de durée donnée, mais bon voilà, ça prend du temps quand même. L'arc Moro qui, grand minimum, a duré 4 mois, car pour pouvoir réinvoquer Porunga, il faut une durée de 4 mois. Porunga a été invoqué en début d'arc puis en fin d'arc, donc grand minimum 4 mois pour l'arc Moro. Et là, on nous sort que quelques mois ont passé. Donc clairement, l'information des 5 ans perd totalement en crédibilité. On verra si Toyotaro et Toriyama ont prévu une explication par rapport à cela, une espèce de twist scénaristique ou autre, ou est-ce qu'ils ont oublié cette info. En tout cas, ça serait dommage. Enfin, le dernier gros bloc de l'histoire tournera autour du vaisseau d'un certain Goichi qui a vraiment une tête de méchant, tout comme le personnage de Ichigo, Goichi Ichigo dans Bleach, fait référence à un fruit, aux fraises en termes de jeu de mots par rapport à son nom, et à partir de là, et à partir du nom des deux nouveaux personnages que nous connaissons, qui sont Oatmeal et Granola, donc Oatmeal voulant dire flocon d'avoine, et granola étant un mélange de céréales et également de fruits secs, il y a beaucoup de théories qui sont ressorties, car généralement dans Dragon Ball, les noms en jeu de mots par rapport à des fruits sont attribués soit à des membres de l'équipage de l'armée de Freezer, comme Kiwi par exemple, et nous connaissons une deuxième catégorie de personnages, une autre race en quelque sorte, qui sont les Tsuful. Les Tsuful font aussi des jeux de mots avec les fruits, c'est même dans leur nom. En japonais, vous me pardonnerez l'accent, ça se dit Tsufurujin, tandis que fruit en japonais c'est Furutsu, donc vous voyez que ça se ressemble un petit peu. Et à partir de là, étant donné que Goichi fait un jeu de mots avec les fruits, que Granola est à mi-chemin, il fait donc jeu de mots avec les céréales mais également avec les fruits. Oatmeal, ce personnage, lui ou elle, on ne sait pas s'il est féminin ou masculin, semble hors du jeu de mots des fruits, mais en tout cas pour Goichi et Granola, on se pose des questions. Ont-ils un lien avec Freezer ou alors un lien avec d'anciennes factions de Tsuful? Et donc étant donné que Granola s'appelle Granola le survivant, voilà pourquoi vous entendez un petit peu partout le fait que Granola pourrait être alors un survivant Tsuful. En tout cas, ce que j'en retiens, c'est qu'il y a un mini-cyclope là dans son armée qui lui dit à Goichi que les données ont été copiées dans toutes les autres unités. Alors je pense en comprendre que ce qu'il y avait dans cette 3, ce qui est si précieux dans cette 3, a été copié dans tous les autres. Parce que après, vous l'avez déjà lu le chapitre, on se rend compte qu'il y a plusieurs itérations de cette 3. Il y a 7.2, 7.1, 5.1 je crois, enfin bon, voilà, il y a plusieurs noms différents, mais en tout cas des êtres semblables, et on a appris grâce à un des sbires de Moro que cette 3 était un petit peu particulier, parce que le gang de Sagambo avait volé cette 3, étant donné qu'il a été volé, cette 3 s'est remplie à assimiler énormément d'informations qu'il n'était pas censé recevoir, également des données en termes de puissance, plus des données réellement au sens informatif, et durant l'arc Moro, eh bien, cette 3 a eu des données encore plus particulières, car il a pu prendre connaissance des informations liées à Moro, il y a Merus,
liées à certains personnages de la Z-Team, et j'en passe, des données de combat qui sont absolument incroyables. Donc on nous apprend que celles-ci ont toutes été copiées dans les autres unités. Alors c'est intéressant comme pitch de départ, mais je me pose énormément de questions. La première, c'est si les données de Set 3 ont toutes été copiées dans les autres unités, pourquoi est-ce que Granola s'acharne à la fin, quand il va rentrer dans le vaisseau, pour récupérer spécifiquement Set 3 et pas les autres? Si les données ont été transférées, c'est comme si tu prenais une photo sur ton PC, tu fais copier-coller, peu importe laquelle des deux tu vas ouvrir, ça sera exactement la même, elle a été copier-coller. Donc déjà, c'est la première question. Et la deuxième, c'est mais que peut bien contenir Set 3 de si précieux? Car oui, des informations, il en a, ça c'est sûr, clair, net et évident, mais de l'autre côté de la balance, il n'est plus censé posséder les pouvoirs qu'il avait pu recopier. Je vois beaucoup de théories concernant le fait que Set 3 contiendrait encore les pouvoirs de Merus ou d'autres personnages, comme Moro, comme pourquoi pas Vegeta, parce que Moro avait copié Vegeta par le biais de Set 3. Mais le truc, c'est que lorsque Set 3 est sous sa forme de base, c'est-à-dire lui-même et non pas absorbé par Moro, eh bien la durée de copie est limitée à une vingtaine de minutes. Et on nous apprend dans cet arc que plusieurs mois ont passé, donc clairement, ces copies de pouvoir ne sont plus dans Set 3. Donc la première idée qui me vient en tête de manière logique par rapport à ce que je viens d'énumérer, c'est que aussi bien Granola que des personnages comme Goichi et tout ça, sont plus dans la quête d'informations, d'un certain savoir qui pourra permettre à Goichi une conquête de l'univers, c'est lui qui le dit, qui pourra permettre à Granola d'accéder pourquoi pas à un certain objectif ou d'accéder à de nouveaux pouvoirs qui se récupérés d'antan ou débloqués prochainement. Mais en tout cas, le simple transfert de pouvoir, de technique, d'ultra instinct ou je ne sais quoi depuis Set 3 vers un autre personnage m'apparaît comme hors sujet. Ce n'est plus d'actualité pour le moment. Il reste bien évidemment quelque chose. Est-ce que Set 3 n'a pas une espèce de mode backup? Ça me fait beaucoup penser à ce système informatique de copie, de clé USB, de machin. Et vous savez que de manière générale sur un ordinateur, même si on supprime le fichier, il y a toujours un certain moyen de remonter à l'information, de récupérer un fichier supprimé. Même quand ça a été supprimé via la corbeille, ça va devenir certes beaucoup plus difficile d'y accéder, mais c'est toujours possible. Et pour rester alors dans une lignée à la Star Wars, cela me semble très cohérent. Dans Star Wars, il y a très souvent des fois où une grosse partie de l'intrigue d'un film ou d'une série, maintenant avec les Mandalorians et tout ça, mais on va surtout parler des films, il y a très souvent des passages dans lesquels on est à la quête d'une information. Le moment de la bataille arrive plus tard, mais avant de pouvoir déverrouiller la bataille, une tentative, un nouvel espoir en quelque sorte pour pouvoir renverser le mal, ou lorsque le mal se met en action pour dominer totalement, c'est souvent quand on a mis la main sur de nouvelles informations, une nouvelle base de données. Et il me semble qu'en ce moment, le début de l'arc se focalise sur ça. Venons-en alors à l'arrivée de Granola et de Hotmeal. Hotmeal, malheureusement, nous ne verrons pas à quoi ressemble ce personnage, et vu que nous sommes dans un manga, nous ne savons pas si c'est un personnage féminin ou masculin qui s'adresse à nous. Ce Granola a un design d'homme, humanoïde, même s'il a quelques traits qui me font penser qu'il n'est pas réellement de la planète Terre. C'est pour ça que soit il est une race extraterrestre, on parlait tout à l'heure des Tsuful, ça pourrait le faire. En termes de survivants et tout ça, oui, clairement ça peut matcher. On peut également avoir du métissage. Concernant le métissage, actuellement il y a deux grosses théories qui courent et vous me direz ce que vous préférez. Il y a une théorie que j'avais tout d'abord à l'époque pour Merus, parce que Merus n'a pas la même couleur de peau que les autres anges, ni même de cheveux d'ailleurs, et je trouvais ça un petit peu bizarre. Et du coup la théorie du Néphilim, c'est tout simplement d'avoir un ange, un ou une ange, qui aurait pu avoir un enfant avec un ou une terrienne. C'est le principe de base. Après, il y a une nouvelle théorie qui n'est pas de moi celle-ci, mais qui tourne énormément sur les réseaux, je ne sais pas d'où elle est partie d'ailleurs. Ça se base sur le principe du Néphilim, sauf que, au lieu d'avoir un ange avec un terrien, on aurait un ange avec un ou une Saiyan. Et Granola serait l'enfant issu de cette union Saiyan, parce qu'il a des traits un petit peu de Saiyan, et d'ange, parce qu'il a un petit peu aussi des traits d'ange au niveau de ses yeux, au niveau de sa pupille, au niveau de ses cheveux, on a clairement un mix entre ce qui se fait chez les Saiyans et chez les anges, on peut pas dire le contraire, ça laisse clairement à penser au niveau de beaucoup de choses, mais si vous voulez mon avis, je pense que la réponse par rapport à Granola se trouve vis-à-vis du jeu de mots dans son nom, et son nom nous évoque à la fois les céréales et à la fois les fruits, donc déjà ce mix nous fait comprendre que lui-même doit être mixé, doit être métissé de quelque chose, et dans ce mix-là, les céréales nous font penser un tout petit peu aux anges, car les céréales permettent de faire de l'alcool, et les fruits nous font penser aux Tsuful. Donc un métis ange Tsuful, ça me paraît étrange, pourquoi ce choix-là? Mais en ce prémisse de nouvel arc, je vous dirais que ça serait quand même une belle piste à analyser pour la suite de l'histoire. Enfin bon, pour conclure sur ce Granola, on se rendra compte qu'il utilise des artefacts pour se battre, et Merus faisait de même lorsqu'il était dans la patrouille galactique, mais sur ce coup ça ne veut pas forcément dire que Granola se restreint. Merus se devait de cacher ses pouvoirs pour ne pas enfreindre la loi des anges et ne pas révéler son identité. Là je ne pense pas, vu que Granola est tout seul, donc je pense qu'il l'utilise vraiment parce qu'il a envie d'utiliser ce pouvoir-là.
mais cela peut aussi nous dire qu'avant il possédait un grand pouvoir et désormais il ne l'a plus. Donc il se repose sur certains artefacts. D'ailleurs je vous avais montré cette image-là, dans laquelle on voit que Granola et Merus ont arboré une même pose de combat lorsqu'ils ont fait appel à leur espèce de pistolet. Et je vous rappellerai alors que lorsqu'on enquêtait sur l'identité de Merus, on s'était rendu compte qu'il faisait partie des anges grâce à cette pose de combat similaire entre Merus et Whis. Là, il n'y avait pas de doute, c'était clair que ça faisait partie du monde des anges. Une pose concernant un pistolet, ça peut être une pose que Toyotarou aime bien et qu'il redessine relativement souvent sur ses personnages, qu'il recycle en quelque sorte. Donc on s'emballe pas trop, mais c'est intéressant à suivre. Enfin, il nous est révélé qu'il y a des tas et des tas de 7-3 qui sont pas tous des 7-3, mais des semblables à 7-3, ils se ressemblent tous, hein, avec leur slip de catcheur là, qui vont s'en prendre tout simplement directement à Granola. On se rend compte que le dispositif sur l'œil de Granola n'est pas forcément un œil bionique, mais plutôt un ajout par rapport à son œil, un complément en quelque sorte technologique pour pouvoir scanner ce qui arrive sur lui. Granola cherche désespérément le OG 7-3. Quand il y a le 7-2 et tout ça, il le défend directement en pétant son cristal, et ça nous en dit long sur Granola. Granola sait quel est le point faible à attaquer pour tuer un 7-3. Il perd pas de temps, il se bat pas avec lui, il fait pas du corps à corps, il fait pas des vagues de ki. Enfin si, il fait des vagues de ki, mais uniquement pour péter le cristal. Directement dans le mille, on perd pas de temps. Avec une facilité d'ailleurs déconcertante. Déjà ça nous en dit long et ça nous en montre très très long sur sa dextérité, sa capacité à viser et également sur la qualité de ses renseignements. Il connaît extrêmement bien ses créations qui sont les 7-3. D'ailleurs il y a une théorie qui court sur 7-3, sur ces créatures en quelque sorte. Il s'appelle OG. OG. Alors c'est vrai que OG ça peut vouloir dire beaucoup de choses comme original par exemple en anglais. C'est un acronyme qui peut vouloir dire beaucoup de choses dans la culture pop et tout. Mais OG, ça peut aussi pouvoir faire un lien avec Hot-Meal et Granola. Un peu comme dans l'œuvre Naruto Boruto, nous avons plusieurs versions de Mitsuki, jusqu'à avoir une version qui semble, selon Orochimaru, être la version la plus aboutie et la meilleure. Eh bien, nous aurons alors plusieurs OG, qui de base auraient tous été créés pour faire un être nouveau issu de Hot-Meal et de Granola. Un mix des deux êtres, une espèce de Frankenstein, mais à la base de deux êtres uniquement, c'est déjà pas mal, hein, mixer deux êtres en un, et à chaque fois on a essayé d'en faire un de plus en plus abouti, jusqu'à avoir une itération qui se rapproche du parfait. Il se peut alors très bien que ça soit 7-3, mais en tout cas, pour le moment, sans parler de ça, ce qui me semble le plus important chez 7-3, qui est d'ailleurs en train de se reconstituer petit à petit dans son incubateur, ce sont les données qu'il possède. Mais ensuite, je me pose la question, et ça sera la conclusion de ma deuxième partie de review, comment Granola et Hot-Meal peuvent exploiter ces données. Par exemple, je vais vous donner un exemple concret. Imaginons que 7-3 a conservé dans son esprit la manière de parvenir à l'Ultra Instinct, mais qu'il n'a plus les pouvoirs de Merus, bien sûr, mais il connaît la méthodologie. Ce n'est pas forcément parce que tu as la recette écrite devant tes yeux que tu vas y arriver juste en la lisant et reproduisant ce que tu as lu. C'est pour ça que je me questionne énormément sur que peuvent faire Granola et Hot-Meal à partir des données recueillies par 7-3, et c'est aussi pour ça que j'accorde beaucoup de crédit à l'idée comme quoi il pourrait y avoir un mode de backup pour réactiver le temps de quelques minutes ce que 7-3 a déjà pu recopier une première fois. À partir de là, on pourrait faire ressurgir une dernière fois, ultime fois, les pouvoirs de Merus, et si Granola a un lien de près ou de loin avec les anges, cela pourrait clairement venir le nourrir en ki divin, en ki angélique, et lui redonner certains pouvoirs qu'il avait dans son passé, à condition que Granola eût été un ange à un moment ou un autre de sa vie bien sûr. En tout cas, pour aujourd'hui, on s'est parlé de ces sujets de manière générale, je les réaborderai et j'en aborderai de nouveau au cours des prochaines vidéos à venir durant ce mois-ci. Je vous remercie infiniment tous de m'avoir accordé votre oreille et votre attention pour aujourd'hui. En termes de mots de passe, pour savoir qui est resté jusqu'à la fin de la vidéo, bon, la dernière fois on s'en est fait un sur Beerus le canasson, mais là on va laisser tomber Beerus, il est même pas dans le chapitre. Bon, pour ceux qui sont toujours là à la fin de la vidéo, vous allez me mettre comme mot de passe, et mettez pas de hashtag, hein, sinon ça part dans les spams de YouTube. Vous allez me mettre Granola le Pépito, je sais que ça vous a bien plu, vous avez cru que le prochain méchant ça serait Pépito, ben non, c'est Granola. Allez, c'est parti, mot de passe, Granola le Pépito, je viendrai vous mettre un petit cœur. Je l'ai fait pour presque tout le monde sur Beerus le canasson. On va voir ce que ça donne pour Granola. D'ailleurs, vous avez remarqué que dans la version officielle de Granola, il l'appelle Granola avec un H à la fin, pas avec un A. Je me renseignerai sur quelle est la traduction, la transcription exacte depuis le japonais. Mais bon, Granola avec un H ou sans H, ça reste à peu près la même chose. En tout cas, je vous remercie tous infiniment du fond du cœur. Merci à tous ceux qui mettront un pouce bleu, qui s'abonneront, qui mettront la cloche des notifications. Prenez tous extrêmement bien soin de votre futur. Et à plus pour de prochains arts divinatoires.